Aujourd'hui, le grenier Jeanne-Tony a le plaisir de recevoir Jennifer Lavallée pour devenir Mère Lac-Forêt, paru chez Bleu d'encre en 2023, et Écarlate, paru chez Pierre Turcotte en 2024. Un entretien mené par votre très dévouée Listeria Wallner. Bonjour Jennifer, et merci de nous avoir réservé un peu de ton temps et de ta disponibilité, puisque je crois savoir que tu vis à Paris, quoique tu aies des racines belges également, et ça me permet tout de suite de te demander si tu voulais bien te situer pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais, surtout les choses les plus inavouables. Il n'y a que ça qui intéresse mon public. Vaste question. Merci Listeria de m'accueillir au grenier où je viens pour la première fois. Je suis un petit peu intimidée. parce que j'en entends parler depuis des semaines et j'ai déjà regardé. Ça me fait très plaisir que vous m'ayez conviée à venir parler de mes recueils. Alors d'où je viens, mais effectivement, je suis d'abord belge. C'est-à-dire que je suis née en Wallonie, dans le pays du charbon, quelque part entre le doudou et le carnaval, donc entre Mons et Binche, précisément à Estimoval. Voilà. Donc j'ai grandi à la campagne, mais mes premiers souvenirs sont quand même en Algérie, puisque quand j'étais enfant, on a vécu 3 ans en Algérie avec mes parents. Comme j'étais jeune, c'est plutôt mes premiers souvenirs. C'est les Aurès, voilà, la chaleur, mais la neige aussi dans les montagnes là-bas. Ouais. Et ensuite, donc on est revenu dans la région de Binche où j'ai fait mes études secondaires, où à l'époque j'ai fait beaucoup de théâtre. Avant de me dire non, en fait je vais pas devenir comédienne, je vais plutôt faire les romanes. Voilà. Voilà, donc je suis une romaniste de l'Université libre de Bruxelles où j'ai fait mes études, avant d'encore changer d'avis. C'est-à-dire que j'ai été au bout des romanes et puis j'ai fait mon mémoire qui était la comparaison entre le roman de Giono, Le Hussard sur le toit, et son adaptation cinématographique. Et pour bien réussir à faire ce mémoire, j'avais besoin d'avoir plus de culture cinématographique, donc j'ai fait une année d'Élicite. Et un jour est venue parler une monteuse. Et là, quand elle a parlé, j'ai dit c'est ça que je veux faire en fait. Je veux non pas devant la caméra, mais derrière et monter quoi. Et donc j'ai ensuite, pendant quelques années, travaillé dans le cinéma, à la fois des montages, de la production, de la post-prod, avant de rejoindre mon amoureux que j'avais rencontré à l'école de cinéma, qui était venu faire ses études à Bruxelles, à l'INSAS. Il était reparti à Paris, on était restés amis, et puis plus. Et donc, est-ce qu'on vit à Bruxelles, à Paris Et moi, à l'époque, je commençais à avoir envie de retourner vers des choses... J'en avais marre des problèmes techniques, en fait, de la post-production, d'être toujours en bout de course. J'avais envie de revenir à des choses plus intellectuelles, en fait. Et donc, je suis allée vivre à Paris, j'ai fait une reconversion dans la documentation. Donc, je suis bibliothécaire documentaliste dans une association environnementale depuis maintenant une dizaine d'années, enfin ça fait 10 ans cette année, pour laquelle j'ai organisé un concours de poésie d'ailleurs, un haïku pour le climat. Voilà. D'accord. Et alors, justement, comment s'inscrit ton rapport à la littérature et à la poésie dans ce parcours ? Donc j'y ai réfléchi parce que quand on a l'impression que c'est là depuis toujours finalement. Enfin moi j'avais cette impression-là, donc j'ai réfléchi. J'étais mais c'est venu quand ? Vraiment le rapport à la poésie particulièrement. Et je crois que c'est un fantôme. C'est le frère de mon papa qui est malheureusement décédé dans un accident de voiture, 3 ans à peine avant ma naissance. Et il y avait dans la maison de mes grands-parents son recueil de poèmes que j'ai toujours précieusement avec moi. Et c'était tellement plus vivant que sa photographie en noir et blanc. Il s'appelait comment ton nom ? Et Alain Lavallée. Alain Lavallée.
Voilà, il y a ses initiales brodées par ma grand-mère sur le livre. Et donc, il y a ce recueil et sa bibliothèque, puisque ma grand-mère m'avait bien entendu interdit d'aller dans la chambre, mais que j'y allais et qu'il y avait sa bibliothèque. D'accord. Alors, on te reçoit aujourd'hui pour deux recueils très, très différents. Avant de les examiner chacun leur tour, je voudrais un peu savoir comment sont nés ces projets, parce qu'il s'agit d'un ensemble de textes très dissemblables. Et pourtant parus coup sur coup. Alors, je ne sais pas si c'est le fruit du hasard ou bien... C'est à la fois le fruit du hasard et pour moi, en fait, ils se répondent. Ils sont dissemblables parce qu'ils sont des miroirs l'un de l'autre, mais un peu comme une face lumineuse et une face sombre. Il y a des effets de dialogue entre les deux, mais ils n'ont pas, tu as raison, ils sont dissemblables, l'hystéria, dans le sens où ils n'ont pas du tout été écrits, ni de la même manière, ni au même moment. C'est-à-dire que devenir mère lac-forêt est le résultat d'un beaucoup plus long processus, avec des poèmes beaucoup plus anciens. Et il décrit un parcours dans ma vie jusqu'à une révélation, qui est un choc avec... on en reparlera, je pense, un petit peu plus tard. Et donc, ce qui explique que c'est un recueil qui a été, en fait, de ma part, beaucoup plus travaillé dans le temps. Et il y a eu des strates, en fait, avant qu'ils prennent cette forme-là. Ok. Tu l'as travaillé sur combien de temps? Plusieurs années. Plusieurs années, ok. Voilà. Disons que la première partie du recueil rassemble des textes antérieurs à la maternité. Oui. Et puis la deuxième partie, ça a été écrit beaucoup plus vite dans la découverte de la maternité. Ok, voilà. D'accord. Alors, on va commencer par Écarlate, si tu veux bien. Oui. J'ai décidé de commencer par... oui, elles sont un peu... Ah ouais, voilà. C'est la musique d'ambiance. Un sujet qui est d'actualité. C'est pour ça que j'ai choisi de commencer par lui, puisque c'est un recueil qui porte sur l'avortement. Un sujet qui est abordé ici au départ de l'intimité de la mère, un peu comme une manière de discussion intérieure, et cependant partagé avec le public par le jeu de l'écriture. Alors, je voudrais d'abord peut-être que tu nous éclaires sur le titre que tu as retenu pour ce recueil, et que tu nous dises pourquoi tu dis que ce titre est trame poématique. Voilà un bien méchant néologisme en réalité. Ça n'est pas un néologisme. Non. Non. La poématique existe. Ah bon? Tu vas nous développer tout cela. Alors, Écarlate. Il ne s'appelait pas Écarlate au début. C'est très difficile de donner un titre à un texte comme ça. Pourquoi poématique? La différence avec la poésie, la poématique inclut plutôt le processus. En fait, c'est le processus poétique. La poésie, finalement, décrit plus la forme finale du poème, même si, on va dire, il y a de la poésie dans telle ou telle chose. Le mot poématique insiste sur l'écriture, en fait, comment on écrit. Ok, d'accord. C'est un processus, voilà. Ouais. Ok, d'accord. Et Écarlate, donc au début de ce processus, ça n'était pas Écarlate, c'était le dossier bleu d'hôpital. Et donc pendant longtemps, ce recueil s'appelait Dossier bleu. Et vous voyez, on a changé de couleur après. Après la poématique, c'est devenu rouge. Et je n'ai pas trouvé le titre toute seule, parce que j'avais beaucoup de mal à mettre un titre sur ce texte douloureux, qui a été douloureux à écrire. Et c'est mon éditeur, Christophe Condello, qui dirige la collection Magma Poésie chez Pierre Turcotte. Je lui ai dit, aide-moi pour le titre. J'avais des propositions, mais il n'y a rien ne me convenait vraiment. Dossier bleu, ça avait un côté... je voulais briser le côté informel du dossier, justement, à travers ce texte. Donc, et il m'a dit, écoute, il y a un poème où il y a ce mot qui Écarlate. Et alors, il avait mis au singulier. Et j'ai dit, ah non, on rajoute un S, parce que je ne suis pas la seule écarlate.
Voilà, les écarlates, ben, c'est pas seulement les femmes qui avortent, c'est la féminité, c'est les menstruations, c'est voilà. Ok, d'accord. Alors, effectivement, moi, j'avais pas. Je me demandais d'où venait le. Il y a une efflorescence ces dernières années Enfin, ces dernières années, depuis 50 ans quand même. C'est-à-dire que c'est presque aussi vieux que moi. Des mots en antiques. Bureautique, informatique, enfin, thématique, oui. La poématique existait avant. Voilà, alors, je te remercie de m'avoir éclairé sur cela, puisque, ne connaissant pas le mot, je m'étais moi dit, est-ce que c'est une contraction de poème et thématique, ou autre chose encore. Merci bien de m'avoir recentré et donner la réalité qui se range derrière ce mot. Il se trouve que pour l'instant, dans un certain nombre de pays, le droit à l'avortement est remis en cause, et particulièrement dans un pays outre-Atlantique qui vient d'élire un homme qui est à la fois charmant, raffiné, distingué, enfin, tout ce que nous aimons et chérissons ici au grenier. Homme qui disait, pas là récemment, mais lors de sa première campagne en 2016, qu'il croyait qu'il fallait quand même peut-être un peu punir les femmes qui avortaient, tandis que les hommes qui les mettaient enceintes, non, ça il avait dit. Alors je voulais savoir, est-ce que c'est un hasard que tu te sois emparé de ce sujet dans ce contexte, ou bien est-ce que non, simplement cette expérience a été vécue et tu as accouché à ce moment-là, mais c'est sans rapport direct. Il y a tout à fait un rapport direct. Il y a tout à fait. Parce que quand tu vis ce genre de situation au moment où cela se passe, et où toi tu accèdes à des conditions dont tu sais que d'autres femmes ailleurs n'en bénéficieront peut-être pas, et puis il ne faut pas aller outre-Atlantique. En Europe, on a des pays qui attaquent. Et même dans nos pays, il y a des régressions et aussi des débats réactionnaires sur le droit à l'avortement. Oui. Et donc, c'est pas du tout un hasard. Moi, en fait, je ne savais pas quoi en faire. Au début, j'ai commencé à écrire parce que je n'arrivais pas à vivre cette situation et j'avais besoin. Et écrire, c'était la seule manière d'arriver à la vivre, puisque j'arrivais pas à en parler. Mais à ma feuille de papier, j'arrivais à en parler. Donc j'ai commencé à l'écrire comme ça. Et puis après, j'ai laissé reposer ça. Oui. Les choses ont continué à évoluer dans la société. Et puis, je réfléchissais, je me disais, mais est-ce qu'on en parle suffisamment ? Je me suis rendu compte que dans la société, on a beaucoup tendance à dire l'avortement est un drame. Oui, l'avortement est un drame. Ou l'avortement, c'est facile. Des choses un peu caricaturales, dans un sens ou dans l'autre. Alors qu'en fait, ce que je vivais était beaucoup plus complexe, contradictoire, et je trouvais que c'était important que les femmes puissent parler de ça. Et en plus, il n'y avait pas que les attaques au droit à l'avortement, c'est la période MeToo, au même moment. Et donc, la parole se libère sur plein de sujets. Et je me suis dit, on doit aussi libérer la parole là-dessus, et si les poétesses et les écrivaines et les chanteuses ne le font pas, qui le fera ? Qui le fera ? Eh bien, je vais te demander peut-être de lire un texte d'Écarlate, peut-être celui auquel tu es le plus attaché ou celui que tu as le plus envie de lire là, à l'instant. Ça, c'est un peu à toi. Ben, j'y réfléchis, parce qu'hier, je l'ai parcouru et je me disais, mais lequel lire ? Et je me suis dit que j'avais plutôt envie de vous faire partager comment je rentre, parce que ça a été tout un travail après de travailler ces textes bruts pour emmener le lecteur, je l'espère, avec moi dans... C'est pas évident, en fait. Même le mot avortement vient assez tard dans le recueil. Donc je vais vous lire le début, le premier poème, qui est sur 2 pages.
Mes yeux s'ouvrent le matin. Une fleur éclot, puis tombe en dansant dans le soleil d'hiver. Je ne supporte plus ce travail. Je le pense sans l'écrire. Conversation sauvage avec moi-même. Sans ombre, sans voix, tu surgis, funambule de l'air. Je te suis. À la fenêtre, le grutier manœuvre. Le mouvement de l'immense machine me distrait de la tâche. Me voit-il ? La journée défile. Personne ne vient nous déranger. Il est plus de 16 heures. La grue est immobile. Ailleurs, d'autres tourments, d'autres points de vie. Bruit de fond de ces circulations urbaines. Bribes, fragments, épluchures. 12 mails non lus. Les dernières semaines, les mois, les minutes. Mes décisions aboutissent ici, au-dessus d'un précipice. Merci. Alors, dans ce recueil, il y a deux figures auxquelles tu fais référence. Que je retrouve la page 30 et 31. Et je vais vous en donner lecture comme ça. Vous savez que les muses aiment l'alternance des voix. Alors, voilà. Stig Dagerman a écrit le plus beau livre qui soit. Souvent, j'y repense, sans avoir besoin de le relire. J'aimerais en écrire un aussi beau, ô besoin de consolation impossible à rassasier. Heureusement, j'ai une bibliothèque. On croit connaître mieux que soi-même parfois les gens qu'on n'a jamais connus, ceux des autres époques, dont on aura fouillé les correspondances, qui ont tenu journal de leur vie tragique. Marie Capelle. C'est qui Marie Capelle ? Je l'ai découverte grâce à Juliette Keating, qui est une autrice française. Et Marie Capelle est une femme qui a été enfermée quasiment toute sa vie à partir de sa vingtaine pour avoir été accusée d'avoir empoisonné son mari. C'est la veuve Lafarge. C'est la veuve Lafarge. Pour ceux qui sont des aficionados des chroniques Et judiciaires. je vous recommande vraiment de lire le texte de Juliette Keating, il est fantastique. Et oui, j'avais lu ce texte à ce moment-là. Stig Dagerman. En fait, il y avait d'autres souffrances très différentes de la mienne, mais dans la manière de devoir vivre les choses par rapport à l'avortement, qui me faisait penser à d'autres types d'enfermement. Ok. Voilà. C'est donc cela le lien. Et Stig Dagerman, tu nous en dis un mot ? Oui, donc notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Auteur suédois, je suis incapable de prononcer le suédois. Peut-être vous pourriez, mais pour dire le titre original. C'est un classique. Je sais que... je crois que c'est toi qui m'as offert Laurence. Merci. Il y a une vingtaine d'années, ça fait partie de ces textes, quand on les lit, qui sont comme un coup de poing dans le ventre. Quoi. Un coup de poing dans le ventre, mais aussi d'une richesse, et en très peu de pages. C'est très intense. Et puis, il faut savoir qu'il s'est quand même suicidé pas très longtemps après avoir écrit. C'est un essai, c'est classé essai, mais je trouve que c'est assez mal. Ça décrit mal ce texte, qui est, à mon avis, un chef-d'œuvre de la littérature. Alors, ton recueil, on voyage pas mal malgré tout, pas seulement dans tes errances intérieures, mais enfin, on se balade plutôt, il m'a semblé, vers le sud, avec des évocations de Sète, de Grenade, de Florence, de Venise. Je voudrais te demander peut-être de nous lire le texte de la page 56.
Et puis de nous dire si c'est au sud que pousse la tristesse et la mélancolie. Alors, la page 56. Alors là, oui. Chemin des anges. Les ombres projettent un rêve de nuit au parvis de l'église crayeuse. Sur les canaux turquoises s'élancent de vaporeux vaporetto et des coquilles immenses. Les verriers sculptent de petits chevaux. Un pigeon s'ébouriffe au jet de l'eau du puits. À Murano, le long des murs albâtres, au pied du ciel, veille des départs, reportés d'heure en heure. Lustres de cristaux légers, architectures aquatiques. Venise en tête de gondole. Au phare, l'exquise espérance. Tête à tête adriatique. Merci beaucoup. Alors, dis-moi, le Sud, c'est quoi dans ta vie? Beaucoup de choses. J'ai vécu au Sud, comme je disais, quand j'étais enfant, en Algérie, encore plus au Sud. Oui. Mon mari est un sudiste. Ah bon? Donc on y passe beaucoup de temps l'été. Okay. Mes enfants ont le petit O de l'Aude. Donc ma belle-mère vit à Sète. Okay. Sinon ma marraine est italienne et donc j'ai eu la chance de fréquenter l'Italie aussi jeune. Les Abruzzes, j'ai pu visiter Pompéi, Rome. Ma mère est peintre et elle était fan de Piero della Francesca, donc on allait dans les villages pour trouver le petit gardien qui avait la clé de la chapelle. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance de beaucoup voyager dans le Sud. Parfait. Et actuellement, là, au cours de ce recueil-là, j'ai une très bonne amie aussi que je vais voir souvent et qui maintenant habite à Rome. Ah, d'accord. Et voilà, donc... Alors, avant de passer à ton second recueil, je voudrais peut-être que tu nous dises comment a été composée Écarlate, c'est-à-dire comment ont été disposés les textes, et peut-être aussi un petit mot au niveau stylistique pour nous dire quel est le style auquel tu penses ou tu voudrais que l'on rattache ce recueil. Comment il a été fait? Dans le désordre, totalement. C'est le meilleur ordre. Par exemple, un des textes qui est le plus long, parce qu'il y a beaucoup de textes assez brefs, un des textes qui est le plus long, qui est le texte sur le poème sur les jardins, où on parle de Grenade et l'Alhambra. Ce texte-là m'est venu dans la semaine où j'ai avorté. C'est un texte qui m'a fait du bien. J'ai revisité les jardins de ma vie dans un poème, tous les jardins de ma vie. Et celui où j'habitais, et tous les jardins se mélangeaient dans ma tête. Et en fait, par contre, donc ça c'était vraiment l'expérience sur le moment, et puis il y a d'autres textes comme ça que j'ai écrits à cette période-là, et d'autres plus tard en fait. Et j'ai intégré ces textes-là pour créer un mouvement qui va du gris, de l'enfermement, vers le voyage, vers l'ouverture, vers le sud. Vers l'Adriatique. Bien. Mais est-ce que tu nous lirais ces deux textes ce texte long sur le jardin, sur les jardins? Ah oui, avec plaisir. Alors ici, il a été divisé. À la base, j'avais vraiment écrit comme un... Et là, on l'a un peu scandé sur plusieurs pages. Solitude. En altitude sous le soleil, je parle aux astres. Eux seuls et les oiseaux sont à l'écoute, à Camurac. Je leur parle de tous les jardins, Éden souverain, avec leurs fontaines étincelantes, où j'ai vécu, où j'ai rêvé. Les closeries couvent sous ma plume. Le cerisier perd ses feuilles roses du Japon. Sur la terrasse baignée de soleil,
ma grand-mère avec ses roses et ses dahlias. Je me suis revue peindre le mur de rouge, planter des bambous, construire la cabane de mes rêves d'enfant, ramasser une à une les pommes de pin, cueillir les feuilles de sauge pour les offrir, des mésanges dans le sapin. Paradis de l'antan, de la saison future, musique des voix, le jeu, les disputes, les premiers pas, je me souviens de tout. La grande fête au printemps, nos amis qui se rencontrent pour la première fois un dimanche d'été, le son du vent dans les branches, la petite pluie rafraîchissante. D'un côté il pleut, l'autre est au sec. Je passe la frontière une fois, 2 fois, 3 fois. La fin d'un nuage de pluie, ici exactement. Brouette remplie d'eau, bébé au ciel, émerveillé, mon ventre rond. Je me rappelle les jardinets, ceux d'un jour, ceux de 1000 ans, la rangée des bouleaux blancs, clos à l'avant, prairie à l'arrière, coupée par la rivière, le pont brûlé par mon frère. Je me rappelle si bien les jardins. Le jour de son mariage, elle portait une robe rouge de sorcière. La volière pleine d'oiseaux, les framboises délicieuses tout au long du mur, les ronces et les orties, l'herbe abîmée par les trous des taupes, les brebis de Roger, sa cigarette accrochée au coin de la bouche. Aux hommes, dit-il, je préfère les bêtes. Les chatons à la mer morte, dormant contre ma chienne, le chemin de marche vers la rivière, mes rêves d'ailleurs, revenus trempés, m'être fait sonner les cloches, les pentes escarpées, les pierres mousseuses, les arbres nains devenus rois, les ombreux, les charmants, les majestueux, même les plus minuscules, le labyrinthe des murs à pêche, derrière les murets des terrils noirs du pays du charbon. Mis bout à bout, il reste encore 2, mis bout à bout, les désertés, les secrets, les célèbres, les antiques, ne cessent de reflérir, merveilleux alhambra, visages qui les peuplent, papillons et embruns, soie du marbre. À l'arrière-plan, la ligne de la montagne, jardin de mer, jardin sauvage, jardin du soir et de l'aube, et un autre encore plus vaste, constellé d'étoiles. Y rester dormir la nuit, pas rester dans la hamac et le vent chaud, se balancer, planter la tente de fruits et de légumes. Merci. Est-ce que tu voudrais encore rajouter quelque chose au sujet d'Écarlate ? Tu n'es pas obligé, hein, Si, j'ai bien envie. Je t'en remercie d'ailleurs, Lystère. Oui, c'est quand on écrit ce genre de texte qu'on se rappelle pourquoi on écrit de la poésie. On n'écrit pas pour écrire, on écrit en tout cas moi. Je pense qu'on écrit quand même pour affronter la vie dans ses bons et ses mauvais côtés, et pour la retenir un peu aussi, pour ne pas oublier, pour aussi se rappeler plus tard. En fait, voilà, c'est moi la poésie, c'est mon journal intime. J'ai jamais écrit de journal intime, mais j'écris de la poésie. Bien, alors, on va passer à un tout autre type de poésie, avec devenir mer, lac, forêt. C'est tout un programme, ça, non ? Quel est ce programme ? Le programme, c'est de se reconnecter à la nature. Et pourquoi ce besoin ? Je pense qu'on est en pleine 6e extinction animale, on a des enjeux écologiques
à affronter. On est part de la nature, on est la nature. Et juste une question comme ça, incidente. Tu as parlé tout à l'heure du fait que tu avais écrit des haïkus aussi Oui. Pour la nature. Oui. C'était en lien avec devenir mère lac-forêt ou bien non. Rien à voir? Non, devenir mère lac-forêt, le titre est venu à la fin. Et c'est pareil, c'est difficile les titres. Il a eu d'autres noms, il s'est appelé Histoire d'encore, E-N-C-O-R-E. Histoire au pluriel. Et puis, ça me plaisait pas. Et là, c'est moi qui ai trouvé le titre en relisant les poèmes. Donc, c'est un vers d'un poème. Il m'a semblé qu'en fait, ça décrivait très bien le mouvement du livre, puisque c'est un livre qui va à la fois vers la nature et vers la maternité. Et que quand même, quand on devient mère, on se reconnecte à son animalité, par exemple dans l'accouchement, à d'autres moments. Et donc j'aimais bien cette confusion qu'on a à l'oral et qui serait très difficile à traduire en anglais, de devenir mère. Dis-moi, tu précises à ton lecteur que ce sont des poèmes et sons glanés. Alors je voulais savoir si glaner ici c'était au sens de recueilli de ça, de là, ou bien de ce qui est ramassé après les moissons, et dans ce dernier cas, après quelle moisson? Les deux, l'hystéria. Puisque, en fait, c'est ça qui est beau dans la poésie, c'est que les choses ne sont pas toujours univoques. Oui. Et j'aime bien justement quand les expressions font surgir des interprétations chez le lecteur et que le lecteur doit un peu travailler. Et au-delà de ça, donc évidemment, il y a la métaphore du glanage par rapport il y a un très beau film d'Agnès Varda, Les glaneurs et les glaneuses. Ça réfère aussi à l'univers pictural, la peinture, où les glaneurs ont été immortalisés. Et j'aime beaucoup cette idée de glaner un son, puisque un son, on le glane, mais en même temps, ça reste évanescent. Donc il y a un petit paradoxe là-dedans. Mais on a vraiment enregistré avec Samuel quand on est allé... donc Samuel, mon mari, quand on est allé à Encore, qui est une partie du recueil, puisque au milieu du recueil, on arrive à Encore. On a enregistré beaucoup de sons là-bas, dont des sons de cigales magnifiques dans la forêt d'Encore, qui est un truc que j'avais jamais entendu. On l'entend dans la création sonore, dont on trouve en fait le QR code à la fin du recueil. Il y a une version écrite et une version sonore. Et donc j'avais envie aussi marquer dans le titre que ces sons étaient là. Donc poèmes et sons glanés. Mais au-delà de ça, je pense que les poèmes, on les glane aussi. On les glane à la vie, quelque part. Voilà. Eh bien, je vais vous proposer d'écouter l'adaptation sonore que tu as fait de ce recueil. Ça dure une dizaine de minutes. C'est un très beau travail. Je vous demanderai un silence de monastère. On peut fermer les yeux si on peut. Et tout à fait, si vous souhaitez fermer les yeux, n'hésitez pas. Un cargo de sommeil dérive largement dans mon corps. C'est que le ciel s'absente parfois et que pourtant, toujours, rien ne cesse. J'ai bu, au trou du soleil, les longues fautes des siècles. M'as-tu vu reposer l'astre sur son écrin de sang? M'as-tu vu trembler pour la feuille pâmée sur l'eau? La ville, ils vivent dedans. Pourtant, ils savent qu'elle n'existe pas. Un voyage passe au loin sur l'écran de télévision. Et ils s'endorment en rêvant. Tout corps est incompréhensible, disent-ils.
L'amour est le plus grand fantasme. Le fond de la rivière regorge de têtes de singes écarlates. La vie n'existe pas. La ville est un mirage pour les yeux désolés. Et le ciel, un tourment pareil à l'amour. Les nuages dessinent des moments dans l'immobile temps. Et même quand nous dormons, les nuages bougent pour nous tromper. Jamais deux fois le même rêve. Jamais deux fois le même ciel. Le crépuscule est une reine sacrifiée. Les lampes sont éteintes. La maison est silencieuse. Mais j'ai vu ta main ramper quelque part sur le mur. Tu poursuis les lignes du temps. J'aimerais te parler. Te retenir un peu de ce côté des choses. Poser ma bouche sur ton front. En ce moment même, je contemple dans le creux de ma paume le souvenir de ta main, l'image invisible de ton corps dans le mien. Je suis sortie dans le jardin et j'ai levé la tête. C'est là que j'ai vu, au lieu de la lune, ton visage. L'amour est obscur. Le monde est obscur. Il n'y a que la clarté du ciel pour nous distraire de cette terreur. Je compte les morts pour m'endormir. La même image se relève sur l'écran fatigué. Inlassable écroulement. Petites abeilles, pierres que nous nommons frémissantes, se destiner à la réalité. Ne pas attendre. Voyager. Au-dessus et en dessous du lac, noir, avec des riens de gris mouvants, eau, montagne en ombre sur ciel fusain. Entre ces deux éléments, rien qu'une mince ligne de lumière blanche, longue ligne avec ses blancs, ses élans, ses pointes vacillantes, les petites flammes des lampes des maisons. La lumière et ce tendre souffle dans les choses, qui fait que le ciel se plie dans les temps, qui fait que le ciel se tord de mille façons. Et la terre est un linge où sèchent les blessures. Pas une barque, mais un palmier en guise de mât et des maisons qui ressemblent à des bateaux.
La lumière fait son chemin du vert au noir. Le lac est au milieu des montagnes. Combien y a-t-il de cadavres dans ses fonds? Combien de champs enfouis depuis sa caldeira? Malgré cela opère la lente harmonie des grenouilles, des clapotis. Et soudain, lune, soleil, la vie universelle nous rend aux étoiles. À l'entrée du temple, des musiciens estropiés par les mines jouent une musique lancinante. La pénombre me tend les bras. Je pourrais vivre ici, parmi les fantômes d'une civilisation oubliée. Visions éphémères, scènes d'amour et de violence, cours de palais, forêts et routes se succèdent, s'impriment dans la pierre de lave infiniment malléable de nos cerveaux. Visage né pour disparaître, talisman de chair, toutes ces images sculptées sans fin. La spirale de la vie s'enroule sous nos pas. Les arbres ont assez de force pour détruire d'encore tous les temples. Vertige du temps qui s'ouvre. Bayonne. Terrasse des éléphants. Inondée, touchée en plein cœur de l'ingénieux système hydraulique, encore assiégée par la nature, détruite encore. Devenir mer, lac, forêt.
Là. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié, je crois comprendre que vous avez apprécié ce travail. Toute première chose que je voulais te demander, c'est, j'avais un doute en préparant l'interview, est-ce que tu avais fait ce déplacement au Cambodge? Après tout, beaucoup d'hommes et de femmes ont parlé de la Lune, peu d'entre nous l'ont été, donc il n'était pas nécessaire que tu te fûs effectivement rendu au Cambodge. J'ai cru comprendre tout à l'heure que tu nous disais si, je suis parti au Cambodge, et que tu disais également on y a fait des enregistrements. C'était la question que je me posais, c'est est-ce que tu avais enregistré les sons lors de ce voyage, auquel cas tu avais donc déjà, avant l'écriture du recueil, cette idée d'adaptation sonore de celui-ci? Alors, en fait, mon mari, que j'ai rencontré dans une école de cinéma, est ingénieur du son. Donc quand nous voyageons, nous enregistrons des sons, souvent. Attends, on va laisser peut-être ça. C'est sûr qu'au niveau sonore... Silence. On avait des... Donc on avait déjà, avec Samuel, fait des projets ensemble. On s'est rencontrés un peu en travaillant ensemble sur des films. On avait fait aussi ensemble un ciné-poème, Marble Road, à partir d'images d'archives, et il avait tout resonorisé. Et donc on a cette habitude, on aime bien travailler ensemble. Donc pour moi c'était une occasion de faire un nouveau truc avec Samuel. Et puis on avait vraiment été tellement... les poèmes, je les ai écrits après, je pense, ou pendant le voyage, je ne sais plus, les poèmes sur Encore. En même temps qu'on enregistrait ces sons, je lui disais mais c'est tellement bon, on va faire quelque chose. Donc je crois que c'est assez naturellement venu qu'il y aurait quelque chose sur Encore. Après que ça soit relié au premier poème, là il s'est passé autre chose, c'est que je me suis cassé la cheville. Et j'ai eu 3 mois d'abord 2 mois immobilisés, et je lui ai dit mon chéri, c'est horrible cette situation, j'ai besoin qu'on fasse un truc à deux. Tu veux pas m'enregistrer des voix, et puis on essaierait de faire un projet artistique, et ça m'a montré le moral. Voilà. Ok, et en fait, comment est-ce que... donc c'est un recueil où on a d'une part ce voyage dans la forêt cambodgienne, et d'autre part, c'est effectivement un recueil que parcourt le thème de la maternité. Alors j'avais 2 questions à te poser. La première, c'est comment le Cambodge s'est-il retrouvé dans ton viseur poétique? Et d'autre part, comment le thème de la maternité s'est-il conjugué, marié avec celui d'Encore, de ces temples mystérieux et majestueux? Tu auras remarqué, l'hystéria, qu'il y a cette phrase, ce vers que je dis, image manquante d'un déluge, qui fait bien entendu appel au cinéma de Ritipan. Donc évidemment le Cambodge depuis longtemps, d'abord dans mon viseur imaginaire, donc par le rapport évidemment à la situation politique du pays, et aussi à Encore lui-même, puisque j'entends parler d'Encore depuis très longtemps, et j'ai toujours eu un fantasme d'Encore avant d'y aller vraiment. Et il se fait que quand j'ai découvert Encore, je venais d'être mère. Donc, les deux, j'étais mère pour la 2e fois, depuis 2 ans. Mon petit garçon avait 2 ans et il était gardé, mon frère le gardait. Et on est parti en voyage de noces, quelques années en retard, à Encore. C'était notre voyage de noces. Et c'était 3 jours. Hyper intense, où on s'est immergé dans Encore, et où en fait c'était d'avoir tellement rêvé d'Encore et d'y être, et que la réalité soit tellement plus incroyable que tout ce que j'en avais pu lire, percevoir. C'était une révélation, c'était tellement intense, et je me suis dit en fait c'est comme quand on devient mère. On entend plein de choses sur c'est quoi devenir mère. Et puis en fait, quand on le vit, c'est une révolution. Et
aller encore, oui, c'est un choc esthétique incroyable. Voilà. Ok. Est-ce que tu nous lirais le texte de la page 40 ? Alors, lequel est-ce ? Ça parle de la maternité. Alors, oui, je dois expliquer qu'effectivement, donc dans la version sonore, il y a des poèmes qui se retrouvent dans la version écrite qui ne sont pas dans la version sonore. Et je ne voulais pas que la version sonore soit un décalque de la version écrite. C'est deux propositions différentes et qui... Voilà. Donc ce poème, vous ne l'avez pas entendu. C'est pour, les poèmes sur la maternité sont plutôt à la fin du recueil. Tu t'endors, te love au creux de mon sein. Je pense que je vais te coucher dans ton berceau bateau. Tu ouvres les yeux et me souris, comme si tu avais deviné. Tu dis non, avec la tête. Tu veux téter encore. Le lait perle au coin de ta bouche, goutte de rosée. Au mur, l'horloge indique 7 heures du matin. Merci. Alors, dans ce recueil, il y a une question que tu poses. Je voudrais savoir si tu as trouvé la réponse. Cette question, c'est d'où vient l'amour et où va-t-il ? Ah, ça, c'est la question qu'on se pose tous, non ? Mais on ne trouvera jamais la réponse. Mais on court derrière la question. Alors, ce recueil, pour moi, c'est certainement des poèmes en prose. Et je voulais te proposer c'est pas Jean-Pierre qui m'en fera reproche, ce petit extrait de la lettre que Baudelaire adresse à Arsène Houssaye lorsqu'il il va proposer les petits poèmes en prose, et dans lequel il dit ceci: « Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale, sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter au mouvement lyrique de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience. » Et c'est surtout là que moi je veux t'interroger, c'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant. Ton recueil et son adaptation sonore réalisent, à mon sens, ce miracle d'une prose poétique. Mais es-tu d'accord avec l'homme aux gants roses lorsqu'il pointe que c'est dans l'expérience de la ville moderne que s'enracine la prose poétique et que celle-ci renvoie en miroir, en réalité, à la nature, prise dans un sens très large, les bruits de la nature, j'y inclus ici les bruits d'une ville ou d'un village. Ce sont ces rythmes de la nature qui finalement reviennent et s'imposent. Est-ce que tu es d'accord avec le maître Tout à fait. Baudelaire? Moi, je suis très baudelairienne. J'ai appris qu'il y a des personnes qui ne veulent plus lire Baudelaire. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Spleen et idéal, luxe, calme et volupté. La chevelure. Et en fait, les premiers textes de Devenir Merlac-Forêt, c'est ma rencontre avec Paris. Les tout premiers. Et donc, en fait, quand je t'entends lire cette citation, je me dis, mais oui, c'est ça qui se passe pour moi. C'est la rencontre avec la mégalopole qui est rythmique, qui démultiplie, qui crée de nouveaux rythmes. On n'est plus dans le classicisme, on est dans un chaos. Il y a le chaos urbain, mais s'en dégagent des lignes. Les futuristes ont travaillé là-dessus après, sur les rapports entre la modernité. Voilà. Un des poètes que j'adore, c'est Sandrard aussi, qui a beaucoup travaillé ces questions-là, aussi la rythmique du train.
Voilà, donc oui, après je crois que la prose existait déjà bien avant la ville, malgré tout. Non mais il y a des rythmes des villes, les villes n'ont pas le même rythme. Par exemple, moi ça me saisit chaque fois quand je viens à Bruxelles. Bruxelles est une ville avec un rythme tellement plus lent que Paris. Dès qu'on va à Paris, on est saisi par... Tout à fait. Et New York, c'est encore... Alors New York, je suis jamais allée, c'est un rêve, mais... J'y ai été et je déteste le rythme de cette ville qui est, voilà, pour moi, trop intense. Trop rapide. Trop frénétique. Exactement, trop frénétique. Ça ne correspond pas aux langueurs de mon âme. Après, il y a des villes dans les villes. Et moi, j'aime bien aussi la métaphore de dire que la ville, c'est comme un livre. Il y a autant d'habitants que de lecteurs, autant de lectures que de... voilà, ça se déchiffre aussi, une ville. On arrive tout doucement au terme de cet entretien. Est-ce que tu as encore envie de nous dire quelque chose ou de nous lire un autre texte de Devenir Merlac-Forêt? Je peux peut-être juste vous lire la petite phrase que j'avais choisie en C'est exergue. juste, oui, j'ai oublié d'en parler, c'est non, vrai. mais c'est comme ça, on le fait. C'est court en plus. C'est court, mais c'est tellement beau. Enfin, pour dire que la prose poétique est née bien avant la ville, pour moi, Sappho, c'est une preuve de ça. Ou bien si on lit les poétesses chinoises qui ont des styles très directs. Voilà. Et donc, Sappho dit « Si Zeus voulait donner une reine aux fleurs, la rose régnerait sur toutes. » C'est tellement moderne, ça n'a pas vieilli. Alors, à propos de cet exergue que tu mets au recueil, pourquoi est-ce que précisément tu l'as choisi? Alors, la rose, parce qu'elle est splendide, éphémère, c'est un topos poétique, on la retrouve dans toute l'histoire de la poésie, et c'est très amusant de voir d'ailleurs comment le motif est repris, et comment les poètes se répondent à travers le temps. Et donc c'est une volonté, comme avec Encore, d'inscrire notre rapport en tant qu'humain à une histoire longue et à l'histoire de la poésie. Il me relie à Sappho, une grande amoureuse qui a beaucoup souffert, beaucoup écrit. Alors, ceci étant dit, ne parlez jamais trop vite en matière de poésie de Rose, puisque vous savez que Gérard, c'est mon chouchou, Gérard Sénerval, évidemment, a écrit quelque chose de très méchant à ce sujet. Le premier poète qui compara une dame, je paraphrase, à une rose était un génie, le second un crétin. Mais justement, c'est ce que Sappho ne fait pas. Elle ne compare pas directement. C'est ça qui est très beau. Elle parle de la rose, la vraie rose, la fleur. Alors, pour terminer, je voudrais savoir, tu dois certainement avoir des projets et éventuellement un prochain recueil qui s'annonce. Alors, il y en a un que j'ai écrit sur l'utopie. C'est un texte autour de l'utopie. Je ne sais pas encore, voilà, il est pour l'instant, il repose. Je verrai. Et puis j'ai des projets Alors il y a plusieurs choses, mais il y a un texte autour d'un ancêtre traducteur que j'ai découvert. Donc ce ne sera pas un recueil de poésie, c'est plus de la prose poétique. Mais voilà, moi je suis très influencée par Marguerite Duras. Et je pense que Marguerite Duras nous montre bien que les frontières des genres restent des catégories. Et donc j'aimerais que ce soit une prose poétique, mais qui prendra plus la forme peut-être d'un essai romancé. J'aime bien les choses un peu hybrides, en fait. Et je suis récemment inscrite en doctorat, donc où je vais faire des recherches liées aussi à ce thème-là, parce que j'ai repris un Master 2 à distance l'année dernière à l'Université de Bourgogne. Et donc j'ai fait un mémoire de recherche sur cet ancêtre traducteur qui vient de la région de Virton.
et qui a traduit au XIXe siècle depuis l'allemand vers le français, qui a complètement été oublié de tout le monde, y compris de sa propre famille. Moi, je l'ai découvert par hasard. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur lui et j'ai une théorie que j'aimerais maintenant confronter à un corpus, qui est que le fait qu'il vienne d'une zone frontalière induit un profil spécifique de traducteurs qui sont aussi des traducteurs écrivains. Et je pose l'hypothèse que tout traducteur est d'abord avant tout un écrivain. Voilà. Ok, d'accord. Bien. Et alors, tu n'as pas de projet de publication à ce stade-ci encore? S'il y a un projet de publication qui est en discussion, on verra. découvrira ça Voilà. avec grand plaisir et intérêt. Bien, je te remercie de nous avoir accordé cet entretien. On va maintenant faire une petite pause d'une quinzaine de minutes avant que vous ne veniez nous lire ce que les muses vous auront inspiré. Merci encore, Jennifer. Merci beaucoup, Lysteria. Eh bien, très chère Jennifer Lavallée, je vous sais gré de nous avoir gratifié de cet entretien et pour vous remercier de votre participation à ces masques et la plume, cette rose qui ne devrait être pour vous qu'une pierre de Ronsard.